On a toutes déjà ressenti ça, non? Cette petite boule au ventre juste avant de devoir dire non. C'est un sentiment quasi universel. On a tellement cette idée que dire oui, c'est être gentil, c'est voilà, être une bonne personne. Mais les sources qu'on explore aujourd'hui, elles proposent un regard vraiment différent. Et si dire non, ce n'était pas du tout un rejet? Et si c'était au contraire un acte essentiel pour prendre soin de soi? Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se plonger dans plusieurs articles et recherches en psychologie sur cette notion de limite personnelle. L'idée, c'est de comprendre ensemble pourquoi c'est si important pour notre équilibre, pourquoi c'est si difficile, et de voir quelles pistes de réflexion peuvent nous aider. Absolument. Et je pense que la mission, ici, c'est pas de donner une liste de recettes miracles. Les sources nous invitent plutôt à ouvrir un espace de réflexion. À voir les limites non pas comme des murs qui nous isolent, mais comme des ponts. Des ponts qui permettent des relations plus saines, plus authentiques, basées sur le respect en fait. C'est un outil de connexion, pas de séparation. Alors, commençons par la base. Qu'est-ce que c'est une limite, concrètement? Les sources, elles semblent toutes d'accord pour les définir comme des sortes de lignes invisibles, c'est ça? C'est ça. Des lignes invisibles qui protègent notre bien-être, que ce soit émotionnel, mental ou même physique. Ce sont en quelque sorte nos règles du jeu personnel. Celles qui disent ce qui est acceptable pour nous et ce qui ne l'est pas. D'accord. Et le point crucial, c'est que ces règles, elles sont pas universelles. Elles sont uniques à chacun. Ça dépend de notre personnalité, de notre culture et surtout du contexte. Les limites au travail sont pas les mêmes que celles avec des amis proches. Bien sûr. Et il y a une idée dans un des articles que j'ai trouvé vraiment éclairante. C'est le spectre des limites. Ça suggère que c'est pas binaire. Ce n'est pas j'en ai ou j'en ai pas. C'est plus nuancé. Oui, ce spectre, il aide beaucoup à se situer. À une extrémité, on a ce qu'on appelle les limites poreuses. Poreuse, comme une passoire. Exactement. Elles sont trop ouvertes. C'est le cas des personnes qui ont tendance à trop partager, à absorber les émotions des autres comme une éponge, et bien sûr qui ont une difficulté énorme à dire non, de peur de décevoir. Je vois tout à fait. C'est l'ami qui écoute les problèmes de tout le monde pendant des heures et qui finit la journée complètement vidée. C'est exactement ça. Et le résultat, c'est quasi toujours l'épuisement, le sentiment d'être dépassé, quoi. Et puis à l'autre bout du spectre, on a les limites rigides. La forteresse? La forteresse. C'est un mécanisme de protection, souvent né de blessures, où on construit des murs très hauts pour ne plus être atteint. Et ça se manifeste comment, ça? Par une grande méfiance, une difficulté à être vulnérable et une tendance à couper les ponts au premier conflit. On se protège, mais on s'isole. On est en sécurité, mais on est seul. Voilà. Donc on a la passoire et la forteresse. L'équilibre, j'imagine, est entre les deux. C'est ça. Les limites saines. Elles sont claires, mais elles sont flexibles. C'est comme une clôture avec un portail. On sait où est la limite, mais on choisit qui on laisse entrer. Ça permet la vulnérabilité dans un cadre de confiance, tout en protégeant son énergie. C'est la capacité à dire un non ferme, mais bienveillant, et un oui qui vient du cœur. D'accord. Mais alors, si cet équilibre est si important, pourquoi est-ce que c'est si difficile? On a toutes ressenti cette culpabilité, presque cette honte à l'idée de refuser quelque chose. C'est là que ça devient passionnant. Oui, parce que les sources montrent que c'est pas une question de volonté. C'est ancré dans nos mécanismes de survie. On connaît tous les 3 réactions face à une menace. Le combat, la fuite ou le figement. Oui, Mais les spécialistes des traumatismes en ont identifié une 4e, la réponse faune. faune, ça veut dire quoi? De désamorcer une menace en devenant le plus agréable, le plus serviable possible. C'est dire oui par réflexe, de protection. C'est fou parce que socialement, c'est souvent vu comme une qualité. On dit de quelqu'un qu'il est conciliant, gentil. Et c'est là que c'est essentiel de comprendre. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une stratégie d'adaptation brillante. Souvent, elle est apprise dans l'enfance. Si, pour être en sécurité ou pour être aimé, un enfant a appris qu'il devait plaire, ne pas faire de vagues, Si pour être aimé, un enfant a appris qu'il devait plaire, ne pas faire de vagues. il garde ce schéma une fois adulte. Exactement. Ça reste gravé. Et il y a aussi une dimension neurobiologique. C'est physique. Quand une demande heurte nos limites, notre cerveau peut voir ça comme une menace sociale. L'amygdale, notre alarme interne, se déclenche. Le stress monte. Oui, et le corps est inondé de cortisol. Dans cet état, notre cerveau rationnel, lui, il est mis en veille. Et le oui, ça devient le chemin le plus rapide pour éteindre l'alarme.
Ce qui explique pourquoi on se dit après coup, mais pourquoi j'ai dit oui à ça? C'est tout à fait ça. Le tableau de l'épuisement, du ressentiment qui s'installe, c'est assez sombre. Mais j'imagine que si l'absence de limite coûte si cher, réussir à en poser doit apporter des bénéfices énormes. Les sources sont claires là-dessus, hein. Ah oui, très clair. Prenez le burn-out. Oui, L'étude néerlandaise dont je parlais tout à l'heure, sur le glissement des frontières, avec le télétravail. voilà. Le fait de répondre aux emails le soir, le week-end, cette intrusion permanente s'est révélée être un des plus grands prédicteurs d'épuisement émotionnel. Parce que si on ne se déconnecte jamais, les batteries ne se rechargent pas. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est vrai pour le travail l'est pour les relations personnelles, j'imagine. Le glissement des frontières émotionnelles. Le schéma est le même. Sans limite, on peut devenir une éponge émotionnelle pour tout son entourage. Dire oui à tout juste pour ne pas décevoir. Une étude de 2020 a montré que les personnes avec des limites émotionnelles faibles, elles avaient des niveaux de stress et d'insatisfaction bien plus élevés dans leurs relations. C'est un paradoxe terrible. En voulant préserver la relation à tout prix, en disant oui. On finit par la saboter de l'intérieur avec du ressentiment. C'est le piège. Mais heureusement, l'inverse est vrai. Les bénéfices de poser des limites saines, ils sont immenses. Absolument. Moins de stress, des relations plus authentiques, mais le point qui ressort le plus, c'est l'impact sur l'estime de soi. Ah, ça m'intéresse. Comment le fait de dire non peut renforcer l'image qu'on a de soi? C'est un point central. Les recherches relient directement ça à l'autorespect. Il y a une grande étude internationale qui a montré une corrélation très forte. Plus le niveau d'autorespect est élevé, moins il y a de symptômes dépressifs. Et dans cette étude, l'autorespect s'était défini comme la croyance que ses propres besoins et opinions ont une valeur égale à ceux des autres. Qu'on a le droit d'exister en quelque sorte. Exactement, on a le droit de protéger son temps, son énergie. Chaque fois qu'on pose une limite qui honore un de nos besoins, on envoie un message puissant à notre cerveau. Ce message, c'est « je compte, mes besoins sont légitimes ». Ça crée une boucle vertueuse. Poser une limite renforce l'estime de soi. Et une meilleure estime de soi rend plus facile le fait de poser la prochaine limite. Il y a aussi cette idée de la chercheuse Brené Brown qui m'a vraiment interpellée. Elle dit que les gens qui ont les limites les plus fermes sont en fait les plus compatissants. C'est complètement contre-intuitif. C'est un point crucial. On imagine la personne avec des limites comme quelqu'un de froid, d'égoïste. Mais la recherche de Brené Brown montre que c'est l'inverse. Quand on donne toujours à partir d'un réservoir vide, notre empathie, elle est teintée de ressentiment. Elle n'est pas pure. En revanche, quand on a des limites saines, on donne librement de ce qu'on a, sans s'épuiser. Notre générosité devient plus authentique et, surtout, plus durable. Bien sûr, savoir tout ça, c'est une chose. Le mettre en pratique, c'en est une autre. On l'a dit, pas de recette miracle, mais les sources proposent des pistes de réflexion. L'une d'elles, c'est de commencer petit. Oui, c'est une approche douce. Il ne s'agit pas de commencer par dire non à son patron pour un projet énorme. Il s'agit de s'entraîner sur des situations à faible enjeu. Comme quoi, par exemple? Ça peut être aussi simple que dire « En fait, je préférerais une comédie ce soir » au lieu de suivre l'avis du groupe. Ou de répondre à un ami « Je suis pas dispo pour un appel ce soir, mais on s'appelle demain ». Chaque petite victoire construit le muscle. Ça prouve à notre système nerveux que dire non n'est pas synonyme de catastrophe. Voilà. Une autre piste, c'est la technique des messages. C'est un classique, mais c'est si dur à appliquer sur le moment. C'est vrai que ça demande de la pratique, mais c'est très puissant. Au lieu de dire « Tu me donnes trop de travail », ce qui est accusateur, on peut dire « Je me sens dépassé quand je vois ce qu'il reste à faire ». La première phrase invite au conflit. La seconde, à la discussion. On parle de son ressenti, pas des torts de l'autre. C'est ça la communication assertive. Se respecter soi et respecter l'autre. Et pour les moments plus intenses, quand on sent cette fameuse réponse faune, cette envie de plaire qui nous submerge? Dans ces moments-là, les sources parlent de techniques d'ancrage. Le but, c'est de créer une micro-pause. Une pause entre la demande et notre réponse automatique? Exactement. Si on sent la panique monter, on peut prendre 3 grandes respirations. Ou se connecter à ses 5 sens. Nommer 3 choses qu'on voit, 2 choses qu'on entend. Ça court-circuite le pilote automatique. Ça crée un espace. Un espace pour que le cerveau rationnel revienne et nous permette de donner une réponse consciente et pas une réaction de survie. Pour résumer un peu, cette exploration nous montre que poser des limites, c'est un sujet bien plus profond qu'il n'y paraît. On a vu que les limites, c'est pas des murs, mais des outils pour se connecter mieux. Que la difficulté à dire non, ce n'est pas une faiblesse. Et surtout, que poser une limite, c'est un acte d'autorespect. Tout à fait.
Au final, ce qui ressort de tout ça, c'est que chaque non qu'on dit à une demande qui ne nous convient pas, c'est en fait un grand oui à quelque chose d'autre. Un oui à soi-même, un oui à notre bien-être, un oui à nos priorités, un oui aux personnes et aux projets qui comptent vraiment. On ne ferme pas une porte, on en ouvre une autre, vers soi. C'est une très belle façon de le voir. Et pour finir, peut-être une dernière pensée à emporter. Si chaque non qui honore nos limites est une déclaration de notre propre valeur, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la plus petite, la plus infime déclaration de valeur que je pourrais faire pour moi-même cette semaine ?